entre 1929 et 1930, la ville de Düsseldorf en Allemagne va être plongée dans une peur panique. Les habitants n'osent plus sortir de chez eux et encore moins emprunter les rues devenues alors les moins sûres du pays. Mais comment les blâmer, alors qu'un fou furieux sévit n'importe où, n'importe quand et tue à peu près n'importe qui ? Plus personne n'est à l'abri, et cet homme, lorsqu'il assassine hommes, femmes et enfants, n'a aucune autre revendication que de faire connaître son amour pour la mort et la peur. Dans cet épisode, nous plongeons directement, sans préambule, dans les crimes terribles de celui qu'on surnommera très vite le vampire de Düsseldorf. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés de Peter Kürten. Christine Klein baigne dans son propre sang. Autour de son cou, de larges traces de strangulation créent 2 sillons profonds sur sa peau fine et claire. Le corps de la fillette est lacéré à coups de couteau. Oui, je ne vous l'ai pas dit, mais Christine a 9 ans. Enfin, avait 9 ans. Elle ne verra jamais ses 10 ans, étendue sur le sol de sa maison. Les armes du crime ont disparu. On ne sait pas encore si elle est morte étranglée ou bien poignardée, mais on apprendra plus tard que les lésions faites, semble-t-il, par un couteau présent dans la maison ont été infligées post-mortem. C'est le premier meurtre officiel de Peter Kürten. Entre gros guillemets, car vous allez l'entendre plus tard, il avait en fait déjà un très bon pédigré. Il est reparti sans laisser de traces, après ce braquage qui a tourné au meurtre. Nous sommes à Düsseldorf, en Allemagne, le 25 mai 1913. Après ce meurtre, Peter Kürten disparaît. Pendant 15 ans, il ne laisse aucune trace. Enfin, c'est ce qu'on croit. En réalité, il continue d'assouvir ses pulsions violentes, mais d'une manière beaucoup plus discrète, si je puis dire. Des animaux mutilés, des agressions mineures, et il passe quand même pas mal de temps en prison. Mais je reviendrai plus tard sur cette période trouble. Il se ferait presque oublier. Et lorsque Kürten revient sur le devant de la scène, c'est pour faire bien pire que ce qu'il a fait subir à Christine Klein. Bien pire. 10 juin 1928. Johann de Wetz, 8 ans, joue dehors comme n'importe quel enfant de son âge. Il fait très beau dans la banlieue de Düsseldorf en cette fin de printemps et il fait bon vivre. C'est un jour ordinaire en fait, banal, jusqu'à ce que Johann disparaisse sans laisser de traces. Sa famille commence bien sûr à le chercher partout. Il fouille le quartier, alerte les voisins, mais en vain. Les recherches s'arrêtent pour la nuit, et puis plus rien durant des heures interminables pour ses parents qui attendent des nouvelles dans l'angoisse. Ce n'est que le lendemain que le corps du garçon est retrouvé dans un terrain vague. Johann a été poignardé plusieurs fois, son petit corps est couvert de blessures auxquelles il n'aurait jamais pu survivre, on s'en est assuré. Ses parents ne reconnaissent presque pas son visage, tant il est figé dans une expression de douleur et de peur. Ce meurtre choque Düsseldorf. C'est un enfant, vous comprenez ? Que peut-il advenir de plus cruel que la mort d'un enfant, aussi violente par-dessus le marché ? Mais la police n'a aucune piste et l'affaire, qui n'a même pas démarré, s'évanouit déjà. Quelques semaines plus tard, le 9 juillet, une autre victime est découverte. Maria Lapp, une jeune domestique de 20 ans, est retrouvée morte. Les rapports des médecins sont sans appel. Elle a été violée, étranglée, et son corps montre des signes de lutte évidentes. Elle a voulu survivre, mais elle n'a pas gagné face à son agresseur. Là encore, personne ne pense encore à la moindre série, car le mode opératoire n'est pas le même du tout que celui du meurtre du petit Johann. Puis, plus rien. En tout cas, plus rien qui ne puisse être imputé à Peter Kürten. Vous le savez parce que je vous le dis, mais les policiers allemands à l'époque n'ont bien sûr aucune idée que cet homme existe, et encore moins qu'il se livre à ces meurtres atroces. Plus rien donc, jusqu'au début de l'année suivante, le 3 février 1929. Une femme est attaquée dans la rue, à coups de couteau, mais elle est miraculeusement sauvée par ses propres cris qui font fuir son assaillant. Elle a vu son visage, mais à l'époque, on ne saute pas sur les portraits robots, donc même si on la prend au sérieux, trouver un faux allié à Düsseldorf avec quelques descriptions,
c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Et encore, elle n'a pas grand-chose sur lui. Il a la trentaine et il n'est pas très grand. Ok, super. Donc une miraculée, mais ça ne fait pas avancer l'enquête, qui encore une fois, n'existe pas vraiment. Ça reste isolé, pour l'instant. Le 13 février, soit 10 jours pile après cette tentative d'assassinat, on retrouve le corps sans vie de Rudolf Schier, un mécanicien qui n'a pas 8 ans et qui n'est pas une femme. Un homme en pleine force de l'âge, poignardé à 20 reprises. Là quand même, ça commence à mettre la puce à l'oreille des policiers de Düsseldorf qui se disent que ça ressemble un peu aux traces qu'ils ont remarquées sur le corps du petit Johann l'année précédente. Et surtout, ils se disent que la force qu'il faut pour mettre à terre un gaillard comme Rudolf, ça doit pas être une fillette l'assassin. Mais vous allez voir que même cet argument, ça va pas tenir longtemps pendant l'enquête, tellement la police est perdue. L'année 1929 se passe ensuite tranquille, jusqu'en juillet, où on retrouve encore une femme poignardée de plusieurs coups de couteau. Une bonne d'enfant, bien connue de son quartier à Düsseldorf, une jeune qui n'avait rien demandé à personne et qu'on enterre prématurément, mais sur le meurtre de laquelle on n'enquête pas vraiment, encore une fois. Le 21 août, Emma Gross, une prostituée, est retrouvée morte étranglée dans un hôtel. Encore un meurtre, certes, ça commence à faire beaucoup. Vous vous dites que la police va quand même ouvrir une information judiciaire ? Eh bien, pas encore. Ok, il y a eu le mécano, et ça les embête un peu. Mais des femmes qui vous poussent à bout et qui finissent mal, c'est la vie, hein. En août 1929, Gertrude Albermann, une petite fille de 5 ans, disparaît à son tour. La fillette sort jouer devant chez elle, mais ce jour-là, elle ne rentrera jamais. Sa famille, paniquée, alerte la police de suite. Les recherches commencent immédiatement, mais à l'inverse du petit Johann en 1928, elle n'est pas retrouvée. Et l'angoisse en ville commence clairement à grimper, surtout que le 31 août, un petit garçon est retrouvé étranglé à quelques rues de chez lui. Derrière, ça s'enchaîne avec une frénésie difficile à imaginer, difficile à imputer à un seul homme surtout. Ça ne traverse pas encore l'esprit de la police allemande qu'il peut s'agir du même gars qui fait tout ça. Des étranglements, des coups de couteau, des femmes, des hommes, des enfants, ça ne se ressemble pas, ça ne ressemble à rien, ça n'a rien à voir. On acte juste que les rues de la ville ne sont plus sûres désormais, mais on est bien loin de la psychose qui va s'emparer de la ville à l'automne 1929. Tout bascule le 11 novembre 1929. Dans les locaux de la police de Düsseldorf, une lettre arrive. Le cachet de la poste faisant foi, on sait qu'elle vient de Düsseldorf Centre. Le destinataire est bien le service de la police judiciaire et à l'emplacement prévu pour l'adresse de l'expéditeur est seulement noté de Düsseldorf et de partout. Énigmatique. Assez pour que les policiers l'ouvrent, intrigués. Le papier sur lequel la lettre a été écrite est un papier d'imprimerie, probablement venant d'un journal local. L'écriture est un peu bizarre et les mots sont tracés au crayon bleu. La lettre est à moitié en vers et se veut poétique. Et dans cette lettre, Peter Kürten, qu'ils ne connaissent pas encore, leur raconte qu'il a enterré la petite Gertrude Albermann, 5 ans, contre le mur d'une usine de la ville. Les jours qui suivent, ils pèsent le pour et le contre avant de se bouger. Si c'était juste un détraqué qui leur faisait perdre leur temps. Dans le doute, ils n'y vont pas. Mais avec la lettre, il y a carrément un croquis, super précis, avec une croix à l'endroit où le corps de la fillette devrait se trouver. C'est lorsqu'ils reçoivent une deuxième lettre du genre qu'ils y vont. Et là, exactement à l'endroit indiqué, ils creusent peu profond pour trouver le corps sans vie de Gertrude. Elle a été violée et l'assassin s'est acharné sur elle. Elle porte pas moins de 36 plaies faites au couteau, dont plusieurs sur le côté gauche du cou. Son corps ne compte presque plus de sang. Et la seconde lettre alors ? Eh bien j'y viens. Dans cette deuxième missive, celui qui semble bien être le tueur s'accuse d'un nouveau meurtre et joint encore une fois un croquis de l'emplacement du corps. La lettre est encore une fois écrite sous forme poétique et signée d'une croix allongée. Et je vous la lis car je l'ai retrouvée. Au pied du groupe de peupliers, à l'endroit d'une croix marquée, là où la mauvaise herbe ne pousse plus et qu'une pierre blanche signale, repose par 1,5 mètre de fond un cadavre.
Pas de la grande poésie, mais je trouve quand même que les infos qu'il donne sont assez précises. Cette fois, ils n'attendent pas 1000 ans et se rendent sur place. Sauf que l'endroit, c'est une colline en banlieue, près d'un bois, et c'est quand même assez grand. Alors, des peupliers et des pierres blanches, y en a un paquet. Je sais pas si le dessin n'était pas assez précis ou si ils ont été mauvais pisteurs, mais le fait est qu'ils creusent pendant 7 jours. 7 jours sans relâche, sans rien trouver. Voilà que le soir du 7e jour, ils reçoivent une autre lettre qui leur dit simplement « Continuez, fouillez mieux ». Et les voilà repartis pour un 8e jour. Tout un tas de gens curieux sont là, une curiosité très morbide qui dénote avec les fourrures et les jolis costumes complets. Toute la bonne société est là pour regarder ces 30 policiers avec leurs pioches et leurs pelles qui creusent la colline jusqu'à finalement tomber sur le corps d'une jeune femme. Elle est allongée sur le dos, ses souliers jaunes posés à quelques centimètres de ses pieds. Elle est habillée d'un haut, mais pas de bas, et elle a une main sur le cœur. Mais là, alors qu'ils trouvent le corps et le sortent de sa fosse provisoire, un assistant du garde champêtre pointe du doigt la colline en face d'eux. Un homme est là, tout en haut. Il les observe à la jumelle. Ils en sont persuadés, il s'agit du tueur. Il est venu contrôler qu'il trouvait bien le cadavre, c'est sûr. Alors ils envoient à ses trousses des chiens de la brigade et des hommes, mais le temps qu'ils grimpent sur la colline, il n'y a plus personne. Pas une trace. Ce cadavre, c'est celui de Maria Anne, une jeune domestique disparue le 11 août 1929, quelques jours avant ou après la petite Gertrude Alberman qu'ils viennent d'exhumer. Elle a été violée et tuée de 18 coups de couteau. Dans le cas de la gamine d'ailleurs, très vite les policiers pensent que c'est une femme qui a fait le coup. L'hypothèse est portée par la présence d'une femme justement la veille de la disparition de Gertrude qui distribuait des bonbons aux enfants avec lesquels elle jouait. On sait à quoi elle ressemble, un peu. Elle est forte et a une voix assez rauque. La police se demande alors si ce n'est pas un homme travesti en femme pour amadouer les enfants. La possibilité que ce soit réellement une femme est portée, elle, par les expertises graphologiques, soi-disant que le plan aurait été tracé par une main féminine. C'est un peu maigre et d'ailleurs, on n'en fait rien. Mais à partir de Maria et de Gertrude, qu'on retrouve grâce aux lettres, la police fait le lien. Ça y est, la machine se met en marche et il relie à ces deux affaires très similaires un tas d'autres qui jusqu'ici n'avaient pas du tout été mises en relation. Je vous laisse imaginer, c'est pas comme aujourd'hui où les outils informatiques peuvent faciliter la tâche en recoupant les informations. Là, ils font ça à la mano et ils remontent jusqu'où ? Eh bien, jusqu'au petit Johan en 1928. Ça fait donc plus d'1 an qu'un fou furieux assassine un tas de gens et ça y est, on le prend au sérieux. C'est un tueur en série, officiellement, et vu comme il s'y prend, ce gars a une rage en lui qu'il a du mal à exprimer. Et donc on recoupe les infos. En l'espace de quelques mois, d'autres corps sont retrouvés. Celui de Louise Lenzen, 8 ans, et de Gertrude Hamscher, 6 ans, toutes deux retrouvées au bord du Rhin avec la gorge tranchée. Ou encore Elisabeth Dorier, une jeune femme de 24 ans retrouvée morte dans un des parcs municipaux. Les détails des meurtres et le mode opératoire sont parfois différents, mais l'intensité de la violence est toujours la même. Et sur presque tous les corps retrouvés, on identifie une ou des entailles sur le côté gauche du cou et des corps presque en totalité exsangues. Maria Anne, découverte sur la colline, est donc officiellement la 19e victime de celui qu'on appelle dès lors le vampire de Düsseldorf. Et si je vous donne sa place dans le classement provisoire, c'est parce qu'avant et après elle, il y en a eu beaucoup d'autres. À partir de novembre 1929, tout un manège se met en route. La psychose générale dans cette ville allemande, jusque-là très tranquille, l'impuissance dans les différents services de police et le jeu du tueur avec la presse locale. Tout ça va durer encore un bon moment, jusqu'à ce qu'un jour, le vampire ne commette comme souvent une erreur qui va lui être fatale. Je vous raconterai tout ça dans les prochains épisodes. Rendez-vous la semaine prochaine dans le 2e épisode de cette saison 18 de Crimes oubliés, consacré à l'affaire Peter Kürten.